Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Wendy pour l'introduction et puis merci de m'avoir invité à donner ce cours aujourd'hui et merci à tous pour votre présence. Alors pour décrire simplement ce que je fais en recherche en interaction humain-machine, je m'intéresse à tout ce qui se passe entre le moment où un utilisateur interagit avec un périphérique d'entrée et le moment où un retour d'information lui est fourni par un périphérique de sortie. Alors je m'intéresse aussi bien à ce qui se passe du côté de la machine que du côté de l'utilisateur. Un exemple élémentaire, c'est de bouger une souris informatique qui a pour effet de mettre à jour la position du pointeur souris à l'écran. Alors nous verrons que même ce cas simple est plus complexe qu'il n'y paraît. Alors je reprends ici le compromis entre pouvoir d'expression et simplicité présenté par Wendy pendant sa leçon inaugurale. Nous allons voir comment simplifier l'interaction avec l'utilisation des fonctions de transfert et la réduction du temps de latence. Nous verrons également comment augmenter le pouvoir d'expression tout en gardant la même simplicité, de manière à permettre à l'utilisateur de réaliser des choses que les interfaces actuelles ne sont pas capables de faire. Je vais vous présenter un ensemble de travaux, alors certains que j'ai débutés il y a une quinzaine d'années, qui s'intéressent à l'amélioration des connaissances sur les capacités humaines et qui s'intéressent à comment tirer parti de ces connaissances pour faciliter la réalisation de tâches et améliorer le couplage action-perception. Alors nous verrons notamment que les systèmes actuels sous-exploitent les capacités motrices humaines. Et j'en profiterai également pour mettre en lumière tout le travail expérimental sous-jacent à ces travaux. Alors dans la vie de tous les jours, nous interagissons le plus souvent de manière colocalisée avec les objets de notre environnement. Si je manipule un mug, sa position et son orientation dans l'espace vont correspondre exactement à celle de la main qui le tient. De manière similaire, des systèmes interactifs, comme les écrans tactiles, permettent d'interagir de manière colocalisée avec le contenu interactif. Alors, cette colocalisation entre les doigts et le contenu interactif est très pratique, notamment dans des contextes de mobilité. Pas besoin de brancher une souris pour interagir avec un smartphone. Et la simplification de l'interaction permet aussi à de jeunes enfants d'interagir, voire même des chats. Et oui, vous pouvez facilement trouver des jeux sur tablette pour chats, alors que les chats ont bien du mal à jouer avec des souris informatiques. Alors, cette interaction colocalisée n'est pas sans inconvénient. Tout d'abord, le doigt occulte une partie de l'écran, ce qui rend difficile l'interaction avec des objets de petite taille et la réalisation de tâches qui vont demander de la précision. Il y a de nombreux travaux de l'état de l'art qui ont proposé des solutions pour remédier à ce problème. Alors, le plus souvent, c'est en ajoutant de l'indirection dans l'interaction. Alors, par exemple, Vogel et Bodish ont proposé une technique où une vue des objets qui se trouvent sous le doigt est affichée à proximité du doigt lorsque ceux-ci sont trop petits. Alors, c'est cette technique que l'on retrouve aujourd'hui sur de nombreuses interfaces tactiles. Un second problème est la fatigue, en particulier avec des écrans de grande dimension. J'ai un écran 27 pouces à mon bureau et je n'imagine pas devoir lever mes bras toute la journée pour interagir avec. Voilà, je ne suis pas un sportif de haut niveau. Dans la vie de tous les jours, je peux aussi utiliser des objets pour interagir avec d'autres objets. Par exemple, utiliser un pied de biche pour démonter une lame de plancher. Ici, les actions que je vais appliquer à une extrémité du pied de biche vont être démultipliées en force et en position
pour agir sur la lame de plancher à l'autre extrémité. L'outil me permet ici d'accomplir la tâche beaucoup plus facilement que si je ne disposais que de mes mains pour interagir avec cette lame de plancher. Depuis l'invention de la souris par Douglas Engelbart en 1963, les ordinateurs de bureau utilisent une interaction indirecte avec le contenu interactif, qui se fait par le biais d'un pointeur. Douglas Engelbart et son équipe avaient testé d'autres prototypes pour contrôler un pointeur à l'aide des pieds, des genoux et même de la tête, et c'est la souris qui a montré les meilleures performances. Et aujourd'hui, la souris reste l'un des périphériques de pointage les plus performants et les plus répandus au monde. Contrôler un pointeur offre la liberté de jouer sur les relations entre les déplacements de la souris et ceux du pointeur. Et cette relation est appelée fonction de transfert. Elle permet de définir la relation entre la vitesse de la souris et celle du pointeur. Dans le cas de fonctions linéaires simples, on peut définir la fonction comme le rapport entre la vitesse du pointeur et celle du périphérique. On parle de gain. Ainsi, avec un gain de 1, le pointeur se déplace à la même vitesse que le doigt et va couvrir la même distance. Le problème, c'est que je vais devoir débrayer pour couvrir de grandes distances. Par exemple, ici, atteindre l'autre extrémité de l'écran. Le débrayage, c'est cette opération qui consiste à ramener le périphérique à une position plus confortable, le périphérique comme une souris, ou alors le doigt à une position plus confortable sur un touchpad. Et ce débrayage est généralement corrélé avec des temps de pointage qui sont plus élevés. Pour réduire ces débrayages, il est possible d'augmenter le gain, par exemple utiliser un gain de 4. Alors attention cependant, parce que si le gain est trop élevé, je risque de rencontrer des problèmes de précision pour sélectionner des cibles de petite taille. Alors j'ai commencé à travailler sur les fonctions de transfert il y a une quinzaine d'années. C'était un moment où il y avait peu de travaux sur le sujet. Et pour évaluer l'influence du gain sur les performances, nous avons réalisé une expérience de pointage. Donc c'est une expérience contrôlée qui permet de décrire ce que Wendy a expliqué précédemment, où nous avions une variable indépendante pour la largeur des cibles, W, une autre pour la distance entre les cibles, D, et puis nous avions un curseur qui se présente ici sous la forme d'une ligne verticale d'1 pixel de large, et l'utilisateur devait venir sélectionner les cibles l'une après l'autre un certain nombre de fois avant de passer à un autre jeu de cibles. Nous avions par ailleurs une autre variable indépendante qui était le gain utilisé, plus d'autres variables, par exemple comme les blocs, qui permettent de mesurer l'apprentissage ou la fatigue des utilisateurs pendant l'expérience. Alors ça, c'est une expérience classique de Fitts, là en une dimension, en référence à Paul Fitts et puis à la loi de Fitts. Alors ici, nous avons réduit la tâche de pointage à ses caractéristiques essentielles, donc voilà, la largeur d'une cible et la distance qui nous en sépare. Alors les résultats de cette étude ont permis de montrer qu'il existe une plage de gain constant utilisable, en dessous de laquelle il existe des problèmes de débrayage et au-dessus de laquelle des problèmes de précision apparaissent, alors soit liés à la précision de mesure du périphérique de pointage, ou alors liés aux limites de précision de la main. Les bornes de cet intervalle sont définies par les caractéristiques de la tâche, que sont la plus grande distance à parcourir et la plus petite taille de cible à sélectionner, mais aussi des caractéristiques du matériel, la résolution de la souris et celle de l'écran, et enfin des facteurs qui sont liés aux capacités et préférences de l'utilisateur, que sont ici
l'espace disponible pour manipuler la souris, et enfin, un paramètre qui restait à déterminer et qui est lié à la précision de la main lorsque l'utilisateur manipule la souris. Si on veut s'intéresser à la précision de la main, il faut commencer par s'intéresser à la résolution des souris. En électronique, la résolution d'un capteur correspond à la plus petite variation perceptible d'une grandeur à mesurer. Une souris mesure des déplacements à l'aide d'une petite caméra qui filme à très haute fréquence, typiquement entre 2000 et 12 000 Hz, alors qu'une caméra classique filme à 30 Hz. Et il y a ensuite un traitement d'image qui est réalisé pour estimer un déplacement relatif et ainsi calculer un déplacement de la souris. Alors sur la droite, vous pouvez voir un exemple d'image de ce qui est vu par la souris. Et la résolution d'une mesure d'une souris va dépendre du capteur utilisé, mais également de l'optique et d'autres paramètres. Alors pour une souris, cette résolution s'exprime en counts per inch. Alors, je n'ai pas de bonne traduction, on peut parler de points par pouce, de report par pouce. Donc je vais garder le terme counts pour la suite. Les souris du commerce, typiquement, ont des résolutions qui vont de 400 CPI à 3000, 5000 CPI, mais certaines peuvent aller jusque 20 000 CPI. Alors, ce qui correspond à un plus petit mouvement mesurable d'environ 1 micromètre. Comme point de comparaison, une bactérie a une taille d'environ 2 micromètres. Donc on peut se poser la question de nos capacités motrices pour exploiter une telle résolution. Pour répondre à cette question, nous avons introduit un nouveau concept qui est celui de la résolution utile, que nous avons défini comme le plus petit déplacement qu'un utilisateur peut produire de manière fiable avec ce périphérique. Pour cela, nous avons conçu un protocole expérimental original dans lequel les participants devaient déplacer la souris dans une direction tout en restant en dessous d'un certain nombre de counts. Par exemple, ici, 63. On affichait directement à l'utilisateur la somme des counts depuis le démarrage de l'essai, et les participants devaient également rester 750 millisecondes sans bouger après avoir réalisé le déplacement. Nous demandions à l'utilisateur de répéter cette opération un certain nombre de fois afin de pouvoir calculer un taux de réussite. Nous considérons ensuite que l'utilisateur est capable de produire le déplacement si le taux de succès est supérieur à un certain seuil que nous avons défini comme étant égal à 95%. Alors voici les résultats pour l'ensemble des participants. Ce que nous pouvons observer, c'est une dégradation du taux de réussite à partir de 400 CPI. En particulier pour certaines directions comme le nord, donc là c'est quand on déplaçait la souris vers le haut. Et pour la plupart des participants, la résolution utile se situe entre 200 et 400 CPI. En regardant les résultats par participant, on a pu observer que certains participants se trouvaient plutôt autour de 100 CPI. On a même observé un participant qui était à 1280 CPI. Donc, globalement, ça remet en question la course à la résolution qui est menée par les fabricants de souris. Donc avoir une souris à 20 000 CPI, c'est un peu comme si vous aviez un four à micro-ondes dans votre cuisine avec la possibilité de régler le temps à la milliseconde près. Alors maintenant, si je souhaite appliquer les connaissances précédentes sur les gains constants aux systèmes actuels, je suis bien embêté. Chaque système dispose de son interface de configuration qui est différente, avec un ou deux potentiomètres et puis des cases à cocher.
Il est très difficile de trouver de la documentation sur les fonctions de transfert utilisées sur les systèmes. Et puis, à l'exception de Linux, qui est open source, on va pouvoir lire le code source, eh bien, les autres systèmes sont fermés, Windows et Mac. Alors, pour déterminer les fonctions de transfert utilisées sur un système, nous avons fabriqué un dispositif qui est considéré par l'ordinateur comme une souris et dont on peut contrôler exactement les informations qui sont envoyées, donc ces fameux cants, et sans avoir à bouger le dispositif. Comme nous connaissons les informations en entrée du système, les cants, et les informations en souris, le changement de position du pointeur à l'écran, qui est facile à mesurer, nous pouvons en déduire la fonction de transfert utilisée sur un système. Alors voici les fonctions de transfert par défaut sur les systèmes Windows, Linux et Mac. On peut observer que les systèmes utilisent par défaut des fonctions non linéaires et qu'elles semblent assez différentes les unes des autres, même si globalement elles ont toutes une allure croissante. De manière intéressante, Mac utilise des fonctions différentes pour la souris et le touchpad, et il n'existe aucun article et aucune documentation qui explique comment ces fonctions ont été choisies. Nous avions, à l'époque de la publication de cet article, repéré un problème sur les fonctions Mac, et c'est peut-être une coïncidence, mais toutes les fonctions Mac ont été ensuite modifiées l'année suivant la publication de notre article. Pour ces différentes fonctions de transfert, ce que vous pouvez ici observer sur cette vidéo, ce sont les différences de déplacement du pointeur pour un même déplacement de la souris sur un bureau. Et donc on peut se poser la question, est-ce qu'il n'existe pas des fonctions qui sont meilleures que d'autres? Si on observe une tâche de pointage, elle se divise schématiquement en deux phases. D'abord, une phase balistique, durant laquelle l'utilisateur va utiliser des vitesses élevées. Donc là, c'est dans le but de se rapprocher de la cible. Et puis ensuite, une phase corrective, où l'utilisateur va corriger son mouvement jusqu'à atteindre la cible. Alors cette seconde phase se fait à vitesse plus faible. Et durant cette seconde phase, l'utilisateur va prélever l'information sur la position du pointeur, celle de la cible, et il va ajuster son mouvement jusqu'à atteindre la cible. Alors cela a été notamment modélisé par Meyer et ses collègues sous la forme du modèle de l'impulsion initiale. Alors l'idée, c'est d'utiliser des gains élevés pendant la première phase pour aider l'utilisateur à se rapprocher de la cible, et des gains faibles durant la phase corrective pour lui permettre de rester précis. Alors cela peut justifier l'allure croissante des fonctions utilisées sur les systèmes. Alors nous avons comparé ces fonctions dans une tâche de pointage, et les premiers enseignements que l'on peut tirer, c'est que ces fonctions non linéaires donnent de meilleures performances que les fonctions linéaires, ce qui est également confirmé par d'autres études et ce qui peut justifier l'utilisation de fonctions non linéaires par défaut sur les systèmes actuels. Nous avons aussi observé qu'il n'existe pas de meilleures fonctions non linéaires pour toutes les conditions, ce qui pose la question de leur optimisation, et ça reste une question ouverte aujourd'hui. Alors voici idéalement comment devraient être considérées les fonctions de transfert sur les systèmes. Alors, on a la souris qui envoie à l'ordinateur des cants. J'aimerais calculer un déplacement relatif de cette souris en mètres ou dans une autre unité, en inch, ce qu'on veut. Et pour cela, j'ai besoin de connaître la résolution de la souris en CPI. Ensuite, mes événements ils ont des étiquettes de temps, et si je veux calculer une vitesse, je vais
utiliser ces étiquettes de temps pour avoir par exemple une vitesse en mètres par seconde. Je vais ensuite utiliser ma fonction de transfert pour connaître le gain à utiliser pour cette vitesse. Et je vais multiplier ma distance dans l'espace moteur par le gain pour obtenir une variation de distance en mètres à l'écran. Là, je vais utiliser la résolution de l'écran, donc c'est la densité de pixels à l'écran, pour obtenir une variation relative du pointeur en pixels. Alors, un autre constat, c'est que les systèmes actuels ne prennent en compte ni la résolution de la souris, ni celle de l'écran dans l'application des fonctions de transfert. Vous avez peut-être déjà fait le constat, c'est si vous débranchez votre souris et que vous en branchez une avec une résolution différente, le comportement du pointeur est modifié. Si la résolution augmente, la vitesse augmente, alors qu'une résolution supérieure devrait permettre à l'utilisateur d'être plus précis. Si vous avez deux moniteurs avec des densités de pixels différentes, vous pouvez aussi constater un changement de comportement du pointeur quand vous passez de l'un à l'autre. Alors, une des raisons, c'est que les fabricants de souris ne respectent pas complètement la norme HID. Donc, HID, c'est pour Human Interface Device, qui est une norme suivie par exemple, l'ensemble des périphériques de pointage, et qui permet notamment de renseigner la résolution. Donc là, j'ai déjà testé beaucoup de souris, et pour l'instant, je n'en ai pas encore trouvé une qui renseigne sa résolution. On peut donc en partie excuser les concepteurs de systèmes, ce qui n'empêche que la densité de pixels de l'écran pourrait être facilement prise en compte, et qu'elle ne l'est pas. Alors, nous avons rappelé dans un article publié récemment l'importance de définir des fonctions de transfert qui vont produire le même comportement du pointeur indépendamment des caractéristiques du matériel. Et en attendant, nous avons proposé un outil pour aider les utilisateurs à régler la configuration de leur souris entre différents ordinateurs. Alors jusqu'ici, nous avons considéré les fonctions de transfert pour pointer sur un objet à l'écran, comme un bouton, mais on peut également considérer d'autres tâches, comme manipuler le potentiomètre, ici, pour atteindre un moment particulier dans une vidéo. Alors, par exemple, j'ai ici une vidéo qui s'appelle Bergen-Banen, qui filme en temps réel la ligne de chemin de fer entre Bergen et Oslo en Norvège. Elle a une durée de 7 heures et elle montre différents lieux qui sont affichés pendant seulement 5 secondes. Ce sont les petits rectangles avec le fond bleu. Ici, bouger le potentiomètre d'un pixel, ça correspond à des centaines de secondes dans la vidéo. Mais donc impossible d'atteindre facilement ces différents lieux qui sont affichés pendant seulement 5 secondes. Donc, dans cet exemple, les pixels ne sont pas suffisants pour interagir. Alors peut-être vous allez dire, l'exemple est extrême, c'est une vidéo 7 heures de long, et en fait, il existe plein d'autres exemples où les pixels ne sont pas suffisants pour interagir, que ce soit pour contrôler ici en haut le début ou la fin d'un événement dans un calendrier, à la minute près, en manipulant directement les deux extrémités, ou en bas à droite, accéder à une valeur précise sur un graphique, par exemple pour connaître la hauteur du pic, j'y arrive pas. Ou encore dans un logiciel d'architecture, dessiner un mur avec une longueur précise. Pour toutes ces tâches, les utilisateurs doivent trouver des moyens détournés pour les accomplir. Alors, par exemple, pour un calendrier, c'est double-cliquer sur l'événement pour ensuite éditer ses propriétés avec des champs de texte. En bas à droite, il va falloir que je trouve un moyen de zoomer sur le graphique pour trouver une représentation. Je vais pouvoir atteindre la hauteur du pic.
Une des difficultés, c'est que les boîtes à outils pour créer des applications utilisent en entrée les événements du pointeur souris et pas directement ceux des périphériques. Alors c'est très pratique pour les concepteurs de boîtes à outils parce que cela leur permet de s'abstraire du périphérique d'entrée. Que ce soit une souris, un touchpad ou une trackball, c'est la même chose. Ça permet de contrôler le pointeur à l'écran. Et l'inconvénient, c'est qu'on a toute une perte d'informations puisque la granularité de contrôle est limitée par celle offerte par les pixels à l'écran. Et donc, nous avons proposé de modifier la façon dont les systèmes existants fonctionnent. Tout d'abord, en utilisant des coordonnées de pointeurs décimales plutôt que des coordonnées entières. Ensuite, nous avons proposé d'adapter dynamiquement le début de la fonction de transfert en fonction des capacités humaines, des spécificités de la tâche, par exemple le degré de précision que l'on souhaite dans la manipulation d'une vidéo, des caractéristiques du périphérique de pointage, et tout cela sans que l'utilisateur n'ait l'impression d'un quelconque changement dans la manipulation du pointeur souris. Donc c'est ce que nous avons appelé ici l'interaction subpixel. Alors concrètement, on adapte le début de la fonction de transfert en calculant un gain qui va permettre de produire une petite variation du pointeur souris. Alors visuellement, le pointeur ne va pas nécessairement changer de position. Mais cette petite variation de position, elle va être détectée par la boîte à outils logicielle qui va informer l'application et l'application va pouvoir mettre à jour l'information affichée en interprétant cette petite variation comme une avancée d'une image ou d'une seconde dans une vidéo, suivant la granularité choisie. Alors pour reprendre l'exemple de navigation de vidéo, j'ai ici une vidéo où la personne disparaît après avoir cliqué sur un bouton. Et c'est une ancienne version de Keynote. Et pour déterminer ce moment, je n'avais à disposition qu'un potentiomètre. Alors maintenant, il y a en plus un moyen d'éditer le temps. C'est un autre moyen qui met à disposition des utilisateurs. Mais là, il m'est impossible d'isoler ce moment si j'utilise un potentiomètre classique. Maintenant, si j'interagis avec le même potentiomètre, mais avec l'interaction subpixel, je vais pouvoir avoir accès à beaucoup plus d'images et je vais pouvoir trouver le moment où la personne appuie sur le bouton. Et tout cela sans que l'utilisateur n'ait à prendre quoi que ce soit de particulier. Et je trouve que c'est un bon exemple où on a réussi à augmenter le pouvoir d'expression de l'utilisateur tout en gardant la même simplicité. Et plus généralement, les fonctions de transfert, elles ont été conçues pour le pointage, mais elles devraient s'adapter à la tâche que l'utilisateur réalise. Il pourrait être par exemple plus facile de dessiner avec une souris en utilisant des gains constants que des fonctions non linéaires. Alors je reviens sur la boucle d'interaction. Nous avons vu comment les fonctions de transfert peuvent être utilisées pour simplifier l'interaction et augmenter le pouvoir d'expression des utilisateurs. Alors, je vais maintenant parler d'un élément important que j'ai passé sous silence, qui est le temps de latence, qui correspond au temps qui s'écoule entre une action physique sur un périphérique d'entrée et la mise à jour d'informations correspondant à cette action. Alors pour que vous compreniez ce à quoi je fais référence, voici un exemple que vous connaissez. Vous regardez un film et il y a un petit décalage entre le son et l'image. Et même si ce décalage est petit, vous allez être perturbé. Enfin, en tout cas, moi je le suis. Parce que
voilà, l'humain a de très bonnes capacités à détecter un décalage entre des stimuli. Et ce décalage, qu'on appelle temps de latence, et pour la suite, par abus de langage, je parlerai plus simplement de latence. Dans les systèmes interactifs, on ne va pas percevoir directement cette latence, sauf si elle est relativement importante, mais ses conséquences. Dans cet exemple, cela correspond à la distance entre le doigt et l'icône qui est déplacée à l'écran. Des travaux de l'état de l'art ont montré que la latence en interaction tactile peut être perçue à partir de simplement quelques millisecondes et qu'elle dégrade les performances des utilisateurs à partir de 25 millisecondes. Par dégradation de performance, on entend que l'utilisateur va mettre plus de temps pour accomplir une tâche ou alors il va commettre plus d'erreurs. Et cette perception et ses conséquences vont dépendre de la tâche. Elle va être peu perceptible si j'appuie simplement sur un bouton. Elle va être davantage perceptible si je déplace un objet sous mon doigt, comme dans cet exemple. Elle sera encore plus perceptible si j'interagis avec un stylet, par exemple, pour écrire. Et en interaction indirecte, les conséquences de la latence peuvent être observées comme le décalage entre les actions de l'utilisateur sur la souris et les mouvements correspondants du pointeur à l'écran. Alors là, il est plus difficile de percevoir ces décalages, mais différents travaux ont montré une dégradation des performances à partir de 50 millisecondes dans des tâches de pointage, et cet effet est particulièrement prononcé dès que l'utilisateur interagit avec des cibles de petite taille. Alors, je pourrais vous donner également des exemples en réalité virtuelle et en réalité augmentée, où la latence dégrade aussi les performances des utilisateurs, voire même peut les rendre malades. Et plus généralement, tout système interactif présente de la latence. S'il est envisageable de réduire cette latence, ça paraît impossible de l'annuler. Et je pense que vous avez déjà tous fait l'expérience de la latence dans des systèmes interactifs. Voilà, dans le langage courant, on dit que le système rame. Alors, mesurer la latence dans un système interactif, ce n'est pas quelque chose de facile. La procédure la plus courante pour mesurer la latence, c'est d'utiliser une caméra externe, haute fréquence, et de filmer à la fois le périphérique d'entrée et la réponse associée à l'écran. Ensuite, il faut analyser la vidéo pour trouver des événements communs, par exemple quand la main de l'utilisateur change de direction. Et puis, on va compter le nombre d'images qui séparent ces deux événements, et on peut alors en déduire une mesure de latence entre ces deux événements. Alors, je peux vous dire que c'est un processus qui est long et fastidieux. Par ailleurs, la latence, ce n'est pas quelque chose qui est constant dans un système, et il peut être intéressant de connaître sa distribution. Et aussi ici, je peux obtenir une mesure globale, mais ça ne me permet pas de connaître son origine. Alors, pour faciliter ces mesures, nous avons développé nos propres instruments pour mesurer ce phénomène. Alors, voici une première méthode que nous avons proposée. Alors, habituellement, on bouge la souris et ça produit un déplacement du pointeur. Ici, on inverse en quelque sorte les choses. On ne bouge pas la souris. Alors, on pourrait s'amuser à bouger le bureau sous la souris, mais ce serait un petit peu fastidieux. Ce qu'on va faire, c'est on va venir simplement poser la souris sur l'écran et on affiche un motif spécial qui bouge sous la souris. Donc on lance le chrono quand on donne l'ordre de déplacer le motif et on arrête le chrono quand le pointeur a bougé. Donc on peut ainsi facilement faire des mesures répétées de latence dans une application. Alors, cette méthode permet de réaliser très facilement des mesures répétées de latence, par exemple pour comparer différentes boîtes à outils logicielles qui sont utilisées pour développer des applications. On peut ainsi observer la distribution
et noter des choses intéressantes pour certaines boîtes à outils. Par exemple, ici en bas, des pics au niveau de la latence auxquels on ne se serait pas forcément attendu. Pour aller plus loin, nous avons développé une seconde méthode. Alors tout d'abord, pour déterminer quand l'action physique sur un périphérique a lieu, nous équipons l'utilisateur d'un capteur de vibration qui est positionné au-dessus du doigt, ce qui laisse la pulpe du doigt libre pour interagir. Et lorsqu'un contact a lieu, on a une déformation de céramique piézoélectrique sur le capteur qui crée une tension qui est détectée par la carte électronique. Et nous détectons ensuite la réponse de l'écran par un changement d'intensité, alors idéalement du noir au blanc. Et pour cela, nous utilisons une photodiode. Et cette photodiode peut être scotchée sur l'écran à un endroit où on va pouvoir mesurer un changement d'intensité suffisant suite à un événement qui s'est produit en entrée. Et donc ce système permet de mesurer la latence pendant que l'utilisateur interagit avec le système, ce qui n'était pas possible avec les méthodes précédentes. Et en connectant la carte électronique sur un ordinateur, eh bien, nous pouvons placer des sondes dans le système à différents endroits et nous pouvons synchroniser ces sondes avec les sondes externes, que sont le capteur sur le doigt et la photodiode, pour déterminer précisément l'origine de cette latence. Par exemple, on peut facilement tester différents réglages de la fréquence d'une souris ou celle de l'écran et voir quel est l'impact sur la latence. Donc à nouveau, il est possible de comparer facilement différentes boîtes à outils logicielles, différents appareils, pour faire des choix éclairés en termes de latence. Alors, depuis la publication de cet article, un système similaire a été commercialisé par NVIDIA pour mesurer la latence dans des jeux vidéo. Nous avons mesuré des latences entre 50 et 200 millisecondes sur des interfaces tactiles et entre 20 et 125 millisecondes sur des ordinateurs de bureau. Alors pour rappel, les performances des utilisateurs sont dégradées à partir de 25 millisecondes en interaction directe et 50 millisecondes en interaction indirecte. Alors une solution, par exemple avec ce système de mesure, c'est de réduire la latence quand c'est possible. En faisant des bons choix de boîte à outils logiciels, en modifiant des réglages sur les systèmes. Donc on va pouvoir réduire dans une certaine mesure la latence, mais pas l'annuler. Une autre, c'est de compenser une partie de cette latence. Pour compenser la latence, on va chercher, à partir des dernières positions du doigt, à estimer sa position courante par une extrapolation de trajectoire. Alors la méthode la plus simple, c'est de faire une extrapolation linéaire. Donc, je vais prendre les deux derniers points et puis une estimation de vitesse. Et donc ça fonctionne très bien si vous vous déplacez à vitesse constante, de manière rectiligne, mais dès que vous allez accélérer ou ralentir, eh bien, il y a un décalage qui va se produire, c'est-à-dire que là, le point prédit va se retrouver devant le doigt, derrière le doigt, et pareil, quand vous allez changer de direction, eh bien, le point extrapolé va se retrouver sur le côté du doigt. Il existe d'autres méthodes plus complexes qui ont toutes comme point commun de reposer sur des calculs de dérivés. Et quand on teste ces méthodes, on peut observer différents effets indésirables. Et ils sont d'autant plus prononcés qu'on va essayer d'extrapoler loin dans le temps. Par exemple, ici, la méthode suranticipe les mouvements de l'utilisateur. Ou alors ici, cette méthode produit des effets de tremblement. Ces effets indésirables sont liés
aux méthodes elles-mêmes, au réglage de certains de leurs paramètres, il peut y avoir de nombreux paramètres à régler, et puis également aux erreurs d'estimation des dérivés. Alors, nous avons réalisé une expérience contrôlée dans laquelle nous avons réimplémenté les techniques de compensation de latence de la littérature, et puis nous avons demandé aux participants de réaliser une tâche de dessin, une autre où il fallait déplacer un objet, et puis une troisième où on leur demandait de déplacer le point de vue. Et pour chaque condition, nous avons demandé aux participants d'exprimer verbalement tout comportement qui différait d'une réponse hypothétiquement parfaite de l'interface. Et nous leur avons également demandé de noter ces comportements problématiques sur une échelle. Ensuite, nous avons analysé ces commentaires avec une analyse thématique dont Wendy a parlé, donc on pourra voir un petit peu plus dans les détails comment ça a été appliqué. Donc, pour rappel, c'est une méthode qui permet d'associer des mots-clés sémantiques, en anglais on parle aussi de code, à des commentaires oraux ou écrits. Alors c'est un processus qui est long et itératif, puisqu'il demande de reprendre tous les commentaires dès qu'un mot-clé est ajouté, retiré ou divisé en d'autres mots-clés. Alors par exemple, un des commentaires de participants, c'était que l'objet manipulé n'allait pas dans la bonne direction. Ces mots-clés peuvent être ensuite regroupés en catégories, ce qui a permis d'identifier 7 effets indésirables qui sont représentés ici. On retrouve la suranticipation, les effets de tremblement, l'effet retard, et puis d'autres effets comme une mauvaise orientation ou des sauts dans le mouvement. Donc, alors, certains effets sont un peu exagérés pour mieux les illustrer ici. Alors, le problème suivant auquel on était confronté, c'est que les métriques de l'état de l'art ne permettent pas nécessairement de mesurer ces effets indésirables qui sont perçus par les utilisateurs. Si je prends l'erreur quadratique moyenne, qui est une métrique très utilisée, la valeur qui va être obtenue pour un effet retard va être similaire à celle pour un effet de problème d'orientation ou encore un effet de tremblement. Voilà, je vais obtenir la même valeur. Et puis, d'un point de vue d'utilisateur, on s'aperçoit que ce sont quand même des phénomènes différents. Alors, sans métrique adaptée, difficile de mesurer les effets identifiés, sans mener à chaque fois des expériences avec des utilisateurs, ce qui est très coûteux en temps, difficile de comparer les méthodes existantes, différents réglages de paramètres de ces méthodes, et puis difficile de développer également de nouvelles méthodes. Et donc, nous avons défini un ensemble de métriques pour estimer la probabilité d'observer chaque effet indésirable en prenant en entrée uniquement les points acquis par la surface tactile et les points qui sont prédits par chacune des méthodes. Un exemple simple de métrique pour mesurer si les points prédits sont perçus comme en retard, ça consiste à calculer une moyenne de distance entre les points acquis et les points prédits, pour les points prédits qui sont géométriquement derrière les points acquis sur la trajectoire du mouvement. Alors, on a suivi un processus d'essai-erreur pour obtenir un ensemble de métriques. Peut-être moyen de faire mieux sur les métriques. Mais en tout cas, les métriques que nous avons proposées donnent de meilleurs résultats que celles de l'état de l'art. Et ce que je trouve intéressant dans ce travail, c'est que ça illustre toute la difficulté de mesurer, quantifier et modéliser des phénomènes qui reposent sur la perception des utilisateurs. Ici, mesurer du temps, c'est facile, mais mesurer ce genre de phénomène, c'est beaucoup plus complexe. En tout cas, ce travail a été très utile. Alors, d'abord pour développer une nouvelle technique de compensation de la latence qui donne de meilleurs résultats
que celles de la littérature. Donc ça, c'est le fruit de collaboration avec des collègues automaticiens qui sont experts dans le calcul de dérivés. Donc ça, c'est dans le but de réduire les erreurs d'estimation. Et puis, nous avons également tenu compte des capacités de perception. En effet, les conséquences de la latence sont davantage perceptibles pour une vitesse élevée, puisque ça se traduit par un décalage entre le doigt et puis l'objet manipulé. Et puis, les effets indésirables des techniques de compensation de la latence sont davantage perceptibles à vitesse faible. Donc là, une idée importante, ça a été d'ajuster l'extrapolation dans le temps en fonction d'une estimation de la vitesse du doigt. Alors, il existe une démo interactive en ligne, si vous voulez tester, c'est disponible à l'adresse qui est ici en bas. Et donc ici, ce que vous pouvez voir, c'est le petit trait rouge, ça correspond à la prédiction qui est réalisée. Donc là, qui est faible parce que c'est une souris, et là, le décalage entre l'extrémité du trait noir et puis la souris, il est petit. Mais vous pouvez jouer sur une interface tactile également. Ces métriques ont également aidé au développement d'une technique de compensation de la latence pour souris. Et là, l'idée maîtresse, ça a été d'embarquer un accéléromètre dans la souris qui va permettre d'obtenir une meilleure estimation de dérivés que des méthodes numériques. Et en plus, on a cette estimation avec moins de retard que des méthodes numériques. Alors, c'est visible quand on compare les profils d'accélération qui sont donnés par un accéléromètre en bas et calculés à partir de dérivés numériques en haut. Alors, ce que vous pouvez voir, ce sont des oscillations qui sont plus importantes en haut, et c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle du bruit. Et ce bruit va ensuite générer des erreurs ou alors des effets de tremblement. Alors, nous avons évalué la technique dans une expérience de pointage en 2D. On avait une latence de départ du système de 40 millisecondes et nous avons compensé jusqu'à 50 millisecondes de latence. Par ailleurs, nous avons ajouté de la latence artificielle dans le système jusqu'à 66 millisecondes. Alors, ce que nous avons mis en évidence, c'est une amélioration des performances pour 16 millisecondes de compensation dans les conditions où on avait ajouté 33 et 66 millisecondes de latence artificielle. Et ça sans que les utilisateurs soient en mesure de percevoir d'effets indésirables liés à la technique de compensation. Alors, ces résultats confirment l'influence de la latence sur la dégradation des performances pour des tâches de pointage indirect. Et ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est ce qui se passe pour la condition de référence où on n'avait pas ajouté de latence artificielle. Alors, pour rappel, on était à 40 millisecondes de latence sur le système, donc en dessous de 50 millisecondes, si vous avez bien suivi, et la dégradation de performance commence à partir de 50 millisecondes d'interaction indirecte, d'après les résultats de l'état de l'art. Et donc là, même en compensant une partie de la latence, eh bien, si on peut observer un petit effet de réduction du temps, on n'a pas observé de différence significative entre là, les deux premières barres, ce qui est cohérent aux résultats qui existent dans l'état de l'art. Alors, les systèmes ont de la latence, mais la latence peut être également un effet secondaire de traitements qui sont utilisés pour régler un problème. Alors, je vais vous donner un exemple qui est celui de la réduction du bruit visuel dans un système interactif. Alors, si je prends ici le pointeur laser et que je pointe à l'autre extrémité de cette salle, ce que vous pouvez constater, j'essaie de rester le plus stable possible, mais en dépit de mes efforts, j'ai quand même bien du mal. Donc là, voilà, j'ai ces effets de tremblement. Et donc, le moindre tremblement de la main va être amplifié par la distance qui me sépare au mur. Alors maintenant, imaginez que vous tenez
pointeur laser là, pour pointer le centre de l'écran. Là, j'ai représenté ce petit point avec des tremblements. Donc là, vous constatez que la position est bruitée. Et bon, bah, ce n'est pas très pratique d'utiliser un pointeur bruité, par exemple, pour aller sélectionner des petites cibles. Donc j'aimerais réduire ce bruit. Alors un moyen simple pour réduire ce bruit, ça va être d'utiliser une moyenne glissante. Je vais prendre les n dernières valeurs et je vais calculer la moyenne de ces n dernières valeurs. Pour ici, on imagine, j'affiche un deuxième pointeur à l'écran qui est le résultat de ces calculs. Alors là, vous allez me dire, bah, ça ne va pas parce qu'il y a un retard qui est introduit, il y a un décalage qui est introduit entre mes mouvements physiques et ceux du pointeur qui est filtré. Donc ça, ce n'est pas satisfaisant. Alors, il existe de nombreux filtres qui ont été proposés dans la littérature, généralement par des automaticiens, et en fait qui fonctionnent pas beaucoup mieux. Et pour améliorer les choses, il faut s'intéresser à ce que les gens perçoivent. En particulier, le bruit, il est plus perceptible à vitesse faible. Voilà, je ne bouge quasiment pas, j'essaie de rester stable. Voilà, je perçois bien le bruit. Et par contre, si je déplace mon pointeur rapidement, j'ai plus de difficultés à percevoir ce bruit. Par contre, là, je vais être sensible à la latence et au décalage qui est introduit par la latence. Et donc, nous avons tiré parti de ce constat pour en fait, filtrer plus ou moins selon la vitesse. Et le résultat, c'est ce cercle violet, ce que nous avons appelé le one euro filter. Et donc, le filtre présente visiblement moins de latence pour une réduction de bruit qui est équivalente à celle des autres filtres. Alors, depuis la publication de cet article il y a 10 ans, c'est une technique qui est largement utilisée dans la communauté et par des entreprises et qui reste une référence dans l'état de l'art. Alors, vous pouvez tester une démo interactive à cette adresse si cela vous intéresse. Alors, pour conclure, le premier constat, c'est que les systèmes actuels sous-exploitent les capacités motrices humaines. Alors, les raisons sont multiples. Cela tient aussi bien aux fabricants de périphériques de pointage qui ne respectent pas à la lettre des standards, que des concepteurs de boîtes à outils logiciels qui utilisent des abstractions, et ces abstractions introduisent de la perte d'informations. Les concepteurs de systèmes ont certainement aussi une méconnaissance des capacités humaines et de comment les exploiter. Et en tant que chercheur en interaction humain-machine, eh bien, je m'efforce de faire progresser la connaissance sur les capacités humaines. Et là, je me concentre sur une petite partie des capacités humaines. Et j'essaie de montrer également comment tirer parti de ces connaissances pour faciliter la réalisation de tâches. Alors même s'il est difficile de faire bouger les choses dans la pratique, au moins nous montrons ce qui est possible de faire. Et idéalement, demain, dans les systèmes interactifs, j'aimerais ne pas disposer d'un tournevis quand j'ai besoin d'un pied de biche et inversement. Alors dans ce cours, j'ai aussi voulu exposer la difficulté de mesurer des phénomènes. Alors que ce soit des phénomènes qui sont liés au système interactif lui-même, comme on l'a vu pour la mesure de latence, mais aussi mesurer la perception que les utilisateurs peuvent avoir d'un phénomène. Et là, le travail que je vous ai présenté sur les effets indésirables liés aux techniques de compensation de latence géométrique constitue pour moi un bon exemple et également un travail qui est nécessaire pour ensuite faire avancer l'état de l'art. Donc, nous avons vu comment améliorer le couplage entre action et perception. Alors, le but, c'est de fournir aux utilisateurs des outils qui leur permettent de tirer le meilleur parti de leur capacité
en fonction d'un contexte et de la tâche qu'ils sont en train de réaliser. Donc voilà, je voudrais également remercier l'ensemble des auteurs qui ont participé aux travaux que j'ai présentés. Remercier à nouveau Wendy pour m'avoir proposé de réaliser ce cours. Et puis merci à tous et toutes pour votre présence.